Merci à Edouard Barr pour l'organisation de cette journée. Merci à Frédéric de nous confirmer que ce que je vais vous présenter, les mesures que l'on fait vont continuer à être utiles en complémentarité des mesures satellites. Pour le remercier, je vous montrerai félicitations sur un exemple de modèle. J'ai identifié 3 difficultés pour cette présentation. Une, c'est d'avoir une histoire adaptée à un auditoire assez varié. 2, de ne pas être trop dans la redite de ce qui a déjà été dit dans les présentations précédentes. Et 3, c'est d'être suffisamment rapide pour vous permettre d'aller absorber du carbone plus facilement ingérable que celui qui s'accumule dans la pièce. Donc on va y aller tout de suite. Donc il y a eu des communiqués de presse il y a quelques semaines indiquant que pour la première fois, la moyenne mensuelle de CO2 dans l'atmosphère avait dépassé la barre symbolique des 400 ppm. Donc le but de cette présentation, c'est un peu de présenter comment on fait les mesures, quelle confiance on peut avoir dans les mesures que l'on fait, quel est notre travail un peu quotidien, et donner quelques exemples de variations de CO2 observées principalement en Europe. Pas de redite, mais il y aura quand même un peu de redite. On ne peut pas couper, à ne pas montrer la courbe de Killing à Mauna Loa quand même, sinon je vais avoir des pénalités. Donc, comme l'a montré Edouard, donc, on a une connaissance des variations du CO2 sur à peu près 1 million d'années grâce aux carottes de glace. Les bulles d'air contenues dans les carottes de glace avec des variations de 100 ppm, d'une centaine de ppm lors de la succession des ères glaciaires interglaciaires. Et donc maintenant, les mesures atmosphériques qui ont démarré en 1957 grâce donc, à Dave Killing, avec donc, cette augmentation depuis de 42%, aussi d'une centaine de ppm, depuis le développement donc, de l'utilisation massive des combustibles d'origine fossile, pétrole, charbon, etc. Donc, Dave Killing, donc, son idée était donc d'aller faire des mesures au plein milieu de l'océan Pacifique, sur l'île de Mauna Loa, une des îles de Hawaï. C'est un message pour les étudiants, s'il y en a. On fait généralement des mesures dans des endroits assez sympathiques. Et c'est avec ce système de mesure qui est présenté ici, qui est un spectromètre à absorption infrarouge, qui a fonctionné de 1957 jusqu'en 2006 actuellement. Et il y a eu assez peu d'évolution en fait, dans les techniques de mesure. Voilà, quelques photos des instruments de mesure utilisés, des instruments similaires à ceux utilisés à Mauna Loa, ici, utilisés en Italie, une station italienne, celle qu'on utilise, nous, à l'île Amsterdam, dans l'océan Indien. Tous donc basés sur l'absorption infrarouge, des instruments de même type, mais un peu plus compacts, qui se sont développés au début des années 2000. Et à chaque fois, disons, ce sont des instruments qui étaient customisés, si je puis dire, en laboratoire de recherche, puisque les instruments commerciaux sur lesquels on se basait, on devait gagner en gros un facteur 10 sur la précision des mesures. Et donc c'est seulement depuis une petite dizaine d'années, avec aussi une technique de mesure de chromatographie en phase gazeuse, qui est différente des spectrométries, des absorptions infrarouges. Seulement depuis donc une dizaine d'années, on a accès à des instruments quasiment clés en main, commercialisés par quelques compagnies. Et donc, ils deviennent beaucoup plus robustes, aussi beaucoup plus faciles à déployer sur le terrain, ce qui va expliquer, disons, le développement du réseau de mesure in situ que je vais vous montrer donc, depuis une dizaine d'années. Alors, les instruments changent au cours du temps. Il y a une chose qui reste commune sur toutes ces installations, toutes ces photos. Donc, on n'a pas le temps de jouer au jeu de trouver Charlie, mais donc, je vais vous guider. C'est juste que dans toutes ces stations, en plus des analyseurs, on a des bouteilles d'air comprimé. C'est pas parce qu'on est fanat de plongée sous-marine, mais c'est vraiment parce que c'est le cœur de l'étalonnage des mesures se fait avec de l'air contenu dans ces bouteilles d'air comprimé. Je reviendrai là-dessus dans quelques slides. Alors, quel est le schéma donc, typique, schématique d'une station de mesure? Donc, on a généralement une tour de prélèvement. On verra pourquoi on ne prélève pas directement à la surface du sol. Une tour de prélèvement qui peut aller d'une hauteur de 10 mètres jusqu'à 500 mètres pour quelques sites aux États-Unis. Ensuite, donc, on n'installe pas grand-chose sur cette tour, simplement de la tuyauterie pour aller pomper de l'air, éventuellement à différents niveaux de la tour, mais surtout au sommet de la tour. Et donc après, on va pomper de l'air qui va passer au travers de certains nombres d'éléments. Suivant l'instrument, on doit parfois dessécher l'air pour éviter de contamination de l'absorption infrarouge, de la vapeur d'eau avec celle du CO2. Des filtres pour protéger les instruments des poussières. Donc cette ligne d'air est pompée en permanence avec un débit assez fort pour avoir un temps de transit de l'air assez court dans toute la tuyauterie. Et ensuite, on va sur une vanne multiport qui va donc permettre de choisir entre l'échantillon que l'on veut mesurer, soit donc l'air qui nous intéresse, l'air ambiant, soit on va aller piocher de l'air dans des gaz d'étalonnage, soit dans des gaz similaires mais utilisés pour le contrôle qualité. Et ensuite, donc, on a l'analyseur qui pompe un peu d'air avec un système de contrôle automatisé et un système de contrôle à distance pour
traiter de plus en plus maintenant les données en temps réel et avoir aussi une prise à distance possible des données. À ce qu'il faut voir, c'est que l'analyseur est important, mais tous les éléments là, de cette chaîne, de cette station, sont importants. La calibration, les systèmes d'étalonnage, bien sûr, mais aussi le moindre élément que l'on met sur la ligne d'air, vu les précisions que l'on cherche, le moindre élément que l'on introduit peut vraiment nous pourrir les données et contaminer les mesures. Donc on est sensible à tous les matériaux qui sont constitutifs des électrovannes, etc. Certains matériaux sont proscrits, tels que le Viton, par exemple. Donc ce n'est pas seulement l'analyseur qui est important pour la mesure, mais l'ensemble de la chaîne. Donc ça, c'est une photo de l'installation qu'on a faite récemment en Grèce, à Finokalia. J'avais juste une petite vidéo d'1 minute qui résume en 1 minute donc, le travail d'installation qui prend une petite semaine de la station de Finokalia. Si ça marche... Ouais. Donc ça va aller vite. Donc on va en Crète. Excusez, pour remercier Maria Kadakidou, j'avais accompagné d'une petite musique grecque. On va peut-être éviter. Je ne crois pas qu'elle soit là, Maria. Donc l'installation maintenant prend quelques jours. On a donc l'analyseur qui passe en premier, le système d'étalonnage. Donc on a beau aller vers des systèmes de plus en plus compacts, on est toujours accompagné de systèmes de bouteilles d'étalonnage qui représentent 4 à 5 bouteilles de 50 kg, donc à côté de l'instrument de plus en plus compact. Donc il y a un peu de tuyauterie à faire pour éviter toute fuite dans la prise d'air. Et donc, au bout de quelques jours, on a la station qui est opérationnelle. Et donc, on doit aussi aller installer sur la tour de la station le système de pompage, toujours en évitant tout risque de fuite ou de contamination. Donc ça, c'est la vue au sommet de la tour. On voit qu'on va aller échantillonner des masses d'air qui viennent donc de la Méditerranée ou qui peuvent aussi venir de la Crète. Après, on a donc juste une vue d'ensemble, juste pour dire que la plupart des stations où l'on va installer des mesures de CO2 sont aussi équipées d'autres types de capteurs, des capteurs météo qui sont importants, comme on le verra dans la suite, mais aussi des capteurs d'autres mesures de qualité de l'air, d'aérosol, etc. Donc voilà les mesures que l'on a maintenant depuis cette installation qui s'est faite en juin dernier, donc on a une petite année de mesures. Je reviendrai plus en détail sur l'explication de quelques exemples de ces mesures à la suite. Donc on exprime des CO2, des ppm, dans une échelle de mesure qui répond aussi au joli nom de WMO X 2007. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'échelle internationale dans laquelle on doit exprimer nos données. Donc qu'est-ce que c'est cette échelle internationale? Donc c'est un laboratoire américain qui a eu donc le mandat de l'Organisation mondiale de la météo et aussi du Bureau international de poids et mesures d'être responsable de produire le système qui va permettre d'étalonner toutes les stations du monde. Donc en gros, le mètre étalon que l'on utilise en quelque sorte, c'est une suite de 15 bouteilles d'étalonnage qui ont été remplies par ce laboratoire, par un système volumétrique, qui était préparé en 1990 pour l'échelle en cours. Donc on voit que le système de mesure s'améliore au cours du temps, la reproductibilité, maintenant de 0,03 ppm, la capacité à reproduire la mesure de ces échantillons, mais avec une incertitude qui est de l'ordre de 0,07 ppm ou micromol par mol. Alors la difficulté, c'est que ces 15 gaz étalons qui sont vraiment cruciales pour nos mesures, parce que c'est vraiment l'échelle internationale de mesure, on veut qu'elles durent longtemps, plusieurs décennies, donc on ne va pas trop aller l'utiliser. Donc, ce qu'ils ont fait dans ce laboratoire de l'agence de la NOAA, c'est de faire une échelle secondaire calibrée à partir de celle-là, et cette échelle secondaire va être utilisée pour calibrer les bouteilles qu'ils vont vendre à tous les gens qui veulent faire des mesures de CO2 calibrées dans cette échelle de référence. Et donc ensuite, les stations de mesure sur le terrain, soit vont avoir dans le cas des stations américaines, vont avoir des gaz qui sont directement issus de cette échelle secondaire, soit pour les stations européennes, on a une étape intermédiaire avec un laboratoire qui a l'échelle liée à celle-là, qui va produire les gaz de calibration pour les stations. Donc on voit qu'on a une succession d'échelles de mesure, toutes reliées au même paire. Mais pour nous, c'est vraiment une difficulté pour nos mesures, à la fois une difficulté logistique, mais aussi une difficulté de propagation des erreurs pour les mesures de CO2. Alors maintenant, donc on va avoir plein de stations comme ça qui vont être basées sur des systèmes de calibration. Donc on veut quand même avoir un système de vérification que le travail est bien fait.
Donc on va faire circuler en fait sur les différentes stations des gaz de calibration, et chacun va aller mesurer donc le même air, le même échantillon d'air. Là, ça donne un exemple. C'est des exercices qu'on appelle round robin, organisés par l'Organisation mondiale de la météo, WMO en anglais. Donc on voit ici qu'en 96, alors chaque fois, la rotation de ces circulations, c'est assez lourd, ça prend 3 à 5 ans. Donc la première qu'on a eue en 96, on voit ici qu'il y avait 18 laboratoires participants. L'objectif que l'on a, c'est avoir une précision de plus ou moins 0,1 ppm. C'est l'objectif que l'on se fixait et que l'on juge nécessaire pour caractériser les signaux que l'on veut étudier. Et on voit qu'en 1996, on avait pas mal de laboratoires qui étaient en dehors des clous, si on peut dire. L'évolution dans le temps, jusqu'au dernier exercice, il y en a un qui est en cours, mais le dernier exercice avec les résultats publiés, puisque tout ça se fait en aveugle, entre guillemets. Les derniers résultats, on voit, première chose, on voit qu'il y a beaucoup plus de laboratoires qui se sont maintenant impliqués dans la mesure du CO2 à haute précision, qu'il y en a toujours quelques laboratoires en dehors des clous. Si on regarde les stations européennes, en fait, qui sont ici à droite, là c'est les stations nord-américaines essentiellement, et là les stations asiatiques essentiellement, enfin les laboratoires asiatiques, on voit que la majorité des instituts européens maintenant sont dans la gamme prescrite, à part quelques autres d'ailleurs. C'est un peu moins le cas, par exemple, sur le réseau asiatique actuellement. Alors, ça donne une vue un petit peu optimiste, si je puis dire, de la compatibilité du réseau international de mesure, puisque ces exercices, lorsqu'ils sont faits, chaque laboratoire met un soin particulier à mesurer ces échantillons, qu'on ne met peut-être pas pour les tâches quotidiennes de mesure. Et il faut bien voir que ces systèmes sont injectés assez proches de l'analyseur et donc ne vont pas tester, par exemple, tout ce qui est en amont sur la chaîne de mesure, que ce soit les pompes ou les systèmes de dessiccation, donc qui ne sont pas évalués par ce système de comparaison. Ensuite, l'autre limitation, c'est que c'est réalisé tous les 4-5 ans. Donc, dans les stations, on doit mettre en place un système de contrôle qualité des mesures beaucoup plus fréquent. Donc, on a plusieurs outils, mais l'un des outils principaux, c'est d'utiliser toujours ces gaz de calibration et les injecter fréquemment dans l'instrument. Ici, c'est toujours les mesures que l'on a depuis un an, donc à la station grecque. Donc, ça, c'est le signal mesuré. Ça, c'est la mesure, avec le même système, le même analyseur, d'un gaz qui est issu d'une bouteille d'air comprimé. Donc, on devrait avoir toujours, si l'instrument était parfait, on aurait toujours la même mesure. On voit que ce n'est pas le cas, mais la variabilité que l'on a ici va nous permettre de caractériser l'incertitude de la mesure. Il faut bien voir que l'échelle n'est pas la même. Sur le signal, ici, on a une échelle de 25 ppm. Ici, la gamme des variations, c'est de 0,1 ppm. Donc, on est quand même sur des instruments extrêmement précis. Mais cette variabilité que l'on a est importante et c'est une information sur laquelle on travaille de plus en plus pour permettre de fournir cette information aussi sur l'incertitude et comment elle varie dans le temps pour améliorer aussi l'utilisation des données dans les inversions telles qu'a présenté Frédéric juste avant. Ensuite, donc, ce qu'on voit en dessous, là, c'est tous les 2 semaines, dans le cas de cette station, on fait un étalonnage. Donc, la façon dont ça se passe, on a nos 4 bouteilles avec des concentrations connues, étalonnées avec l'échelle, avec plusieurs étapes, mais reliées à l'échelle internationale. Donc, on passe 4 fois dans cette station, 4 fois chacun des étalons, ça dure 8 heures. Donc, pendant ces 8 heures, on n'a pas de mesure d'air, on sacrifie un peu de mesure d'air, 8 heures tous les 15 jours. Et chaque gaz est passé pendant 30 minutes. On laisse 15 minutes de purge des lignes et on utilise donc les 15 minutes pour faire avoir une valeur moyenne d'étalonnage. Donc voilà en gros comment ça fonctionne, la station de mesure, dans la plupart des cas. Donc maintenant que vous êtes armés pour préparer votre station de mesure, quel est l'état du réseau actuel? Donc on a ici la carte qu'a montré déjà Frédéric, une base de données qui regroupe un certain nombre de données, en particulier des données de qualité reconnues et qui ont des mesures sur une durée aussi assez longue déjà. C'est une centaine de sites. Donc ce n'est pas toutes les stations. Je pense qu'on est à peu près, il y a peut-être le double à peu près de stations qui sont en train de se mettre en place du fait du développement par les instruments maintenant plus faciles à utiliser. Donc on a des mesures de surface in situ, comme celle qui a été mise en place en 1957 à Mauna Loa, dans des observatoires. Il faut bien voir que donc de 57, pendant longtemps, on n'a eu que quelques observatoires mesure in situ, puisque l'instrument développé par Dave Keeling n'était pas forcément simple à mettre en œuvre. Et donc l'essentiel du développement du réseau et des mesures s'est fait dans les années 80-90, non pas avec des mesures in situ, mais avec des collectes d'échantillons d'air dans des ampoules en verre de 1 à 2 litres, collectées donc sur place une fois par semaine, on fait un échantillon, et ensuite centralisé dans 4 ou 5 laboratoires, dont un qui se situe donc au plateau de Saclay, au LSCE,
qui mesure donc ces échantillons. Et mesure, dans ces 2 litres d'air disponibles, on mesure une dizaine de gaz traces, dont le CO2. Donc voilà, donc je montrerai des exemples de ces mesures flacons. Donc ces flacons permettent aussi de faire des mesures aéroportées, et maintenant aussi, on a aussi des mesures in situ en aéroportée. Un exemple aussi de collecte d'échantillons, c'est les Australiens ont mis depuis 1970 collecte dans des containers en inox. Une fois par an, ils collectent de l'air propre d'Australie et qui sont archivés dans cette cave avec l'idée, disons, de pouvoir faire des mesures de nouveaux composés ou des mesures plus précises dans le futur, une fois qu'on aura des technologies plus performantes. Pour revenir aux 400 ppm, donc, on a vu plusieurs fois la belle courbe lisse de Mauna Loa. Moi, je vous présente toutes les mesures que l'on a fait dans mon équipe, l'équipe de le réseau que je coordonne depuis 2000. Donc, on n'est pas sur des courbes lissées. On va aller un peu voir, mettre le nez un peu dans ce qui peut apparaître comme un bruit. Alors déjà, évidemment, si on met une couleur par station, par localisation de là où se font les mesures, ça permet d'éliminer déjà pas mal le panache de points. Alors, ce que l'on peut voir déjà de cette courbe, c'est que d'une part, on a fortement augmenté notre activité de mesure au laboratoire, puisqu'on voit que la plupart des stations apparaissent là dans les dernières années. Il faut bien voir qu'en 2000, on n'avait absolument aucune mesure de CO2 en France métropolitaine. Toutes les stations marquées là, il n'y en avait aucune. La seule station qu'on a démarrée, c'est donc sur un petit caillou national à l'île Amsterdam dans l'océan Indien. On a démarré ça en 1980, qui est représenté ici en rouge. Ce que l'on voit aussi, c'est que chaque station a sa personnalité propre. Il y en a qui sont plus ou moins capricieuses. On a celle de l'hémisphère sud d'Amsterdam, là, qui varie très peu. Donc, comme celle de Mauna Loa, c'est dans un milieu très propre, avec peu de perturbations locales. On a donc un signal qui montre la tendance facilement, et pas de cycle saisonnier, puisque dans l'hémisphère sud, on a très peu de végétation dans ces bandes de latitude. Et on a, à l'inverse, des stations beaucoup plus capricieuses, avec des variations très, très, très rapides. En gris, c'est la station, on peut comprendre, c'est la station qui se situe sur le plateau de Saclay, au LSCE. En noir, c'est une station située dans les forêts tropicales de Côte d'Ivoire, où là, on a beaucoup plus de sources locales à côté, à proximité donc, de la station. Si on fait une moyenne mensuelle, on voit donc les cycles saisonniers qui apparaissent. Donc, encore une fois, pas de cycle saisonnier dans l'hémisphère sud, parce que très peu de végétation dans l'hémisphère sud, et des cycles saisonniers observables dans toutes les stations. Et si on va plus loin en faisant les moyennes annuelles, on voit que la personnalité des stations est moins évidente et que toutes les stations, partout dans le globe où on fait les mesures, dans tous les cas, on observe cette tendance à long terme d'environ 2 ppm par an, qui est vraiment un signal global du fait de la durée de vie longue du CO2. Donc, si on revient à ça, on peut demander du coup l'intérêt de faire toutes ces mesures. Est-ce que c'est vraiment du bruit? Donc, on va aller mettre le nez maintenant dans ce bruit, parce que l'objectif de tout ce développement, de ce foisonnement de stations, c'est non pas de continuer à caractériser le signal global, mais c'est vraiment d'aller faire, comme l'a dit un peu Philippe Siey, des bilans à l'échelle régionale de carbone. Et donc, on va aller voir quelques exemples. On va commencer par un des exemples que l'on va avoir sur une station située en Irlande, où on a démarré les mesures en 1992. Donc, la station, elle est située ici, donc vraiment intermédiaire entre l'océan Atlantique et l'Irlande. Il y a la carte ici. C'est une station où il y a du mesure de CO2, c'est le système de mesure qui est ici, avec des bouteilles de calibration qui doivent être derrière, qu'on ne voit pas. Et c'est aussi une station équipée avec un grand nombre d'instruments de mesure divers et variés. Voilà, on fait donc des mesures, on prélève des échantillons dans des ampoules en verre toutes les semaines. C'est ce que l'on fait comme beaucoup de stations dans le monde. C'est les signaux. Donc en juin 2014, on a fait 3 prélèvements, on a 3 points de mesure à Mécède. Si on compare évidemment avec les mesures en continu que l'on fait également à Mécède, on voit qu'on a une histoire beaucoup plus évidemment riche en termes de variations diurnes de CO2. Que l'on ne peut pas documenter avec les flacons. Alors, les flacons, on les prélève dans certaines conditions, à certains moments de la journée, pour essayer de ne pas être trop bruité par exemple, les accumulations nocturnes de CO2. Donc, on est généralement les flacons dans les minima observés avec les mesures in situ. Maintenant, si on regarde à l'échelle saisonnière, on voit que les flacons ne peuvent pas apporter une information à l'échelle diurne, évidemment, mais apportent une information sur le cycle saisonnier, et évidemment sur les tendances également, une information pertinente. Alors les flacons sont utilisés dans des endroits où c'est difficile d'aller mettre des mesures en in situ. C'est aussi utilisé pour mesurer des gaz que l'on ne peut pas mesurer en continu, comme les isotopes du CO2. C'est aussi utilisé comme
contrôle qualité des mesures in situ. On compare les deux pour être sûr qu'on ait un bon accord entre les deux méthodes de mesure totalement indépendantes. Alors on va voir quelques exemples de variations avec cette fois-ci les mesures in situ, toujours à Mécède. Donc c'est 4 exemples de variations sur 3 jours à chaque fois, des époques différentes à marquer ici. Donc c'est vraiment pour illustrer un peu ce que l'on reçoit comme données brutes. C'est vraiment les données brutes qui sont reçues quotidiennement maintenant dans la base de données au LSCE. Et donc, c'est un travail quasi quotidien de regarder ces données, de les valider. Donc, avec le café du matin, on regarde ça. On peut boire le café pour une partie des traitements qui sont automatisés. Donc, les baisses de CO2 que l'on voit là, ça correspond au passage des gaz de contrôle qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ici, dans ce cas, 2 fois par jour, on a un passage de contrôle qualité. Donc, on détecte de façon automatique ces périodes, que l'on élimine des séries de données. Pour le reste, il faut un œil d'expert pour regarder ce qui s'est passé, pour voir en particulier qu'on a ici des signaux totalement exotiques qui correspondent à une panne de l'instrument, pour aussi éliminer un pic ici qui correspond au fait que l'ingénieur irlandais est venu faire une maintenance sur la station, il a ouvert la ligne d'air, il y a de l'air de la pièce qui est rentré. Donc ça, c'est documenté dans le logbook de la station, et donc on est capable du coup d'éliminer ce pic. Par contre, celui-là correspond à quelque chose d'un signal réel, donc on le laisse. Et donc on se retrouve avec des signaux de ce type. On va détailler un petit peu le cas ici de mars dernier, où on a des signaux du coup assez variables sur une quinzaine de ppm, et donc on peut se poser la question, est-ce que c'est des signaux atmosphériques réels ou est-ce que ça correspond à l'instrument qui a un problème? Est-ce que ce type de variation brutale, par exemple, ces marches d'escalier ou ce décrochage, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'on a un problème d'instrument? C'est un peu la question que l'on se pose régulièrement quand on doit valider nos données. Alors comment on procède? On peut regarder avec d'autres gaz mesurés. Ici c'est le méthane. On voit qu'on a une structure des données un peu similaire, mais ça ne veut pas dire grand-chose puisque le méthane est mesuré par le même instrument. Donc en gros, ça ne veut pas dire que l'instrument ne marche pas, mais s'il ne marche pas, il peut ne pas marcher pour les deux espèces qu'il mesure. Donc on va aller regarder aussi les données météo, qui là sont mesurées par des capteurs indépendants. On voit par exemple que ce petit pic là, qui peut paraître bizarre, correspond effectivement à une variation dans la vitesse du vent, dans la température atmosphérique. On se dit qu'il se passe quelque chose dans la masse d'air de réel. Par contre, ici, sur ce décrochage ici très brutal, très rapide, d'une petite dizaine de ppm, 8 ppm, ne correspond à rien, pas de variation météorologique. Si on regarde la localisation de la station, on est vraiment, je vous rappelle, sur la côte irlandaise, côte ouest. Et donc on a un secteur qu'on appelle secteur marin. En gros, quand les masses d'air viennent entre 200 et 315 degrés, ça veut dire qu'elles sont originaires de l'océan Atlantique. Et donc j'ai représenté ce secteur ici. Ici, la direction du vent, c'est en violet. Et le secteur entre 200 et 315, donc le secteur océanique, est représenté ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que le décrochage ici que l'on a correspond pile poil au moment où la direction passe du secteur marin, sort pour aller dans le secteur vers 200, en dessous à moins de 200 degrés, qui correspond donc à une influence irlandaise. Et pareil, donc là, on va avoir une direction continentale avec une masse d'air qui vient, et donc on a un signal beaucoup plus variable que le signal océanique, qui était très stable. Un signal variable dans la journée, avec des valeurs plutôt fortes la nuit, puisque le CO2, les écosystèmes irlandais agissent comme une source, donc des valeurs fortes, puis dans la journée des valeurs basses, parce que cette fois-ci, les végétations en Irlande absorbent du carbone. Donc des valeurs plus faibles que quand on repasse en milieu océanique, ici, où à nouveau la direction est dans le secteur océanique. Alors si on regarde, ensuite, on a donc deux types de masse d'air océanique, visiblement. Et on repasse dans un signal qui semble, maintenant que vous avez l'expérience, qui semble être continental, même type, même caractéristique que celui précédent. Par contre, vous allez me dire, ça marche pas ton truc, la direction c'est pile poil secteur océanique, un vent assez fort, donc c'est en contradiction avec ce cas-là. On peut imaginer qu'il y a une mouette qui bloque la girouette, mais c'est aussi quelque chose qu'on vérifie, donc c'est exclu. Donc on va aller regarder d'autres composés. On mesure aussi le radon 222. Donc le radon 222, c'est un gaz radioactif émis naturellement, descendant de l'uranium, émis naturellement par les roches. Et donc il y a en gros deux ordres de facteurs entre ce qui sort des océans et ce qui sort des surfaces émergées continentales. Il a une durée de vie, du fait de sa décroissance radioactive, une période de demi-vie de 3 jours et demi à peu près. Donc ça représente un indice de continentalité. En gros, quand on a des valeurs faible comme ici, ça veut dire que la masse d'air que l'on échantillonne n'a pas été en contact avec des continents depuis au moins une dizaine de jours. Au contraire, quand on a des valeurs plus élevées de radon, ça témoigne, ça prouve que la masse d'air était sur le continent. Donc c'est bien le cas en Irlande. Elle n'a pas passé beaucoup de temps sur le continent,
probablement un peu en Irlande, donc elle s'est un peu enrichie en radon. Par contre, celle-là, effectivement, bien que ce soit un secteur océanique, elle s'est enrichie en radon. Alors, je vais faire plaisir à Frédéric. Pour regarder mes données, je vais de temps en temps regarder les modèles. Donc là, c'est le modèle du Centre européen, dont a parlé aussi Frédéric. Et c'est juste, je vais vous montrer une comparaison donc, du modèle. Les données vont apparaître en jaune ici, donc à comparer avec la courbe bleue. Et les cartes, c'est une carte tous les 6 jours qui donne en couleur la concentration de CO2 et les flèches donnent la direction et l'intensité du vent. Donc si on se balade, on voit qu'on a effectivement des masses d'air, des concentrations à peu près en accord avec ce qu'on mesure. Et on a des vents qui sont vraiment tangentiels à la côte, mais qui ne touchent pas la côte, donc on a une masse d'air marine. Ensuite, ça tourne un petit peu plus, le vent, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça tourne un petit peu plus au nord-est. Donc la masse d'air que l'on est en train d'échantillonner ici à Messède, le cercle rouge, elle est passée un peu de temps sur l'Irlande, où elle a pris du CO2 respiré ou du CO2 absorbé dans la journée. Ensuite, le vent tourne un peu plus à l'ouest, et donc le modèle va aussi passer en mode océanique. Il arrive à bien représenter les deux marches, ça veut dire que c'est deux origines un peu différentes, deux origines de l'océan différentes. Et ensuite, donc, on arrive à ce moment où, localement, on mesure un vent local d'ouest et un secteur continental, et on voit dans le modèle, ce qu'on voit arriver, c'est un panache de CO2, une immigration clandestine de CO2 en direction qui vient d'origine d'Amérique du Nord, en gros, qui est en train d'arriver sur la station. Et donc, le fait que l'on ait du radon, du CO2, vient d'Amérique du Nord, mais aussi un secteur marin. Donc voilà, ça illustre les variations que l'on observe, mais aussi les performances du modèle à reproduire à très court terme des variations. On voit que même le petit décrochage ici correspond ici à la bordure entre la bulle de CO2 d'Amérique du Nord et l'océan. On est juste à la frontière à ce moment-là, au moment où ça décroche. Par contre, on voit qu'on peut avoir des désaccords avec le modèle. Par exemple, ici, le minimum que l'on observe est moins marqué dans le modèle. Donc ça peut témoigner du fait que le schéma de végétation utilisé dans le modèle n'absorbe pas assez de carbone. Et donc c'est peut-être un rôle des méthodes inverses pour dire il faut que l'inversion a priori, que l'assimilation de carbone a priori soit augmentée pour être en accord avec ces mesures. Donc ce que l'on fait, ce que l'on a fait pour Messède, en utilisant nos mesures, en utilisant les mesures de vitesse direction du vent, mais aussi la stabilité du CO2, on voit que la stabilité est caractéristique d'une masse d'air océanique ou continentale, on va faire une sélection des données, et à partir de toutes nos données, on va faire deux séries de données à Messède, deux pour le prix d'une, une en secteur océanique, caractéristique des masses d'air qui viennent de l'océan, une caractéristique des secteurs continentaux. En vert, c'est ce qui vient principalement avec des vents forts, donc plutôt influencé par l'Europe, ou le Royaume-Uni ou la France, et en gris, plutôt ce qui est influencé par l'Irlande. Et donc, suivant l'utilisation que l'on va faire des données, suivant la problématique que l'on va regarder, si on va plutôt regarder ce qui se passe dans l'Atlantique Nord, on va s'attaquer à ces données. Si on va plutôt regarder les échanges de CO2 avec les surfaces continentales, on va plutôt regarder cette série de données. Et maintenant, donc, je vais utiliser cette série de données pour regarder aussi en comparaison avec le réseau européen. Donc, je vais utiliser ma station de Messède, du secteur marin, comme référence européenne. Donc, la station est ici. Donc, en gros, on est en Europe, comme vous le savez, on est tous sur une circulation généralement d'ouest. Quelque chose que vous savez tous, toutes les bonnes choses qui arrivent à Paris, ça vient de Bretagne en gros, c'est le vent d'ouest, y compris la pluie de temps en temps. Mais bon, on peut donc utiliser des stations sur la bordure ouest du continent comme station de référence avant que les masses d'air ne soient influencés par les sources locales. Donc voilà le réseau dont on dispose pour des séries assez longues. Donc Messède et les stations essentiellement en France, Italie, Allemagne et Hongrie. Donc là, chacun de ces courbes montre les données. Donc la courbe en bleu, je crois, ou gris, c'est la station de Messède dans le secteur marin. Et dans toutes les stations, on a des données. Elles sont toutes dans la même échelle de référence que je vous ai présentée au début. Donc a priori, il ne doit pas y avoir de biais sur ce point-là. Et toutes les séries de données sont sélectionnées. Donc dans Messède, je vous ai présenté le schéma de sélection pour avoir un signal marin. Dans chacune des stations, il y a aussi un schéma de sélection pour expurger de ces séries de données ce qui est trop influencé par des sources locales. Donc si on met ça sur la même courbe, voilà ce que ça donne. Donc en bleu, sur 5 ans, les données de Messède dans le secteur marin et les stations plus continentales en comparaison. Donc on voit qu'on a toutes les stations continentales, à part peut-être Plateau Rossa, qui est une station à haute altitude, 3500 mètres, dans les Alpes italiennes, qui correspond aussi en gros, qui voit donc
assez peu, c'est des masses d'air qui sont aussi des masses d'air considérées comme des masses d'air de fond, qui sont assez peu en contact avec ce qui se passe à la surface européenne, donc assez proche de Mécède. Par contre, pour les autres stations, on a en hiver des valeurs plus fortes que ce qu'on observe à Mécède, et au printemps, toutes les stations continentales passent en dessous le CO2 enregistré à Mécède. On voit que ce n'est pas la même chose d'une année sur l'autre. Ici, des forts gradients pendant l'hiver 2013, très faibles gradients l'hiver 2014. Désolé, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour pour l'hiver 2015. Donc si on met maintenant la courbe, les différences, donc je fais les différences entre chacune de ces courbes et la courbe bleue, par saison, hiver, printemps, été, automne. Donc le 0, ça correspond à la concentration moyenne de CO2 à Mécède, en Irlande, donc station de référence, et après on voit les gradients de CO2 en Europe par rapport à cette station de référence. Donc on voit qu'en hiver, les stations européennes, suivant leur localisation, suivant l'influence des sources locales ou pas, on va avoir des gradients de 2 à 10 ppm, et qui ont tendance à s'annuler au printemps, à devenir négatifs de quelques ppm en été, et en automne, on revient sur des gradients positifs. Donc ces gradients sont bien sûr liés à la saisonnalité des sources. Il y a une fonction de proportionnalité entre ce qu'on observe et les sources, mais il n'y a pas que les sources qui rentrent en jeu. Sinon, ce serait simple de faire la transition entre ce que l'on observe et les émissions de surface. Il y a aussi une forte variation qui peut être due donc, au transport atmosphérique. Donc, en particulier, on voit qu'on a des gradients assez faibles. L'année 2014, aussi en 2007 ou 2008, des gradients plutôt plus faibles que les autres années. Et ça correspond en fait à des hivers assez doux. Ici, c'est une courbe qui montre la corrélation entre l'anomalie de température et aussi un indice d'oscillation nord-atlantique, témoigne de la circulation des masses d'air, la circulation d'ouest, l'intensité de la circulation d'ouest et sa localisation. Et on voit que plus on a des hivers doux, plus, dans le cas de Puy-de-Dôme et d'une station en Allemagne, Schweinzorn, on a des gradients faibles quand on a des hivers doux, c'est le cas en 2014. Donc, ça veut dire quoi un hiver doux? Ça veut dire, on peut imaginer que l'on a un changement dans les flux de la biosphère, de respiration. On peut imaginer qu'on utilise moins de combustibles fossiles pour se chauffer en particulier, donc ça peut aussi jouer. Mais en particulier, ça correspond à des hivers où on a des fortes circulations de masse d'air d'ouest, et donc on a le continent européen qui est balayé de façon plus intense par la circulation d'ouest, donc il va avoir tendance à nettoyer plus efficacement l'atmosphère et donc avoir des gradients plus faibles, alors que quand on a une atmosphère beaucoup plus stratifiée les années précédentes, ça va être bénéfique pour la génération de gradients plus forts. Donc la difficulté vraiment pour nous, c'est de passer des mesures atmosphériques au flux. On ne peut pas le faire directement, il faut soit l'utilisation de modèles de transport pour représenter le terme de dilution, soit utiliser des traceurs atmosphériques qui permettent de caractériser cette dilution. Un autre exemple sur lequel on peut regarder, c'est la période de la canicule de 2003 dont a parlé tout à l'heure Philippe. On voit qu'on a une anomalie positive de 2 à 4 ppm sur deux stations, à Schweinzland en Allemagne, à Plateau Rossa en Italie. Donc ça veut dire que la végétation, du fait du stress hydrique, n'était plus en état de capter du CO2. C'est plutôt comme si pendant 2 semaines, on avait commencé à voir l'automne apparaître au plein milieu du mois d'août. Donc réémission de carbone. On voit ce qui m'avait intrigué, c'est qu'au Puy-de-Dôme, par contre, on n'avait pas d'observation de cette anomalie de CO2, alors que on aurait dû l'avoir puisqu'on avait aussi cette canicule en France. Et en regardant en fait de plus près les données, il se trouve que l'instrument était en panne pendant 2 semaines, pile poil sur la période de la canicule, ce qui montre bien qu'il faut qu'on regarde très bien précisément les données et qu'on a vraiment besoin de données en continu pour caractériser les signaux. Et la moindre panne peut nous faire rater des événements assez extrêmes dans ce cas. Je reste sur le Puy-de-Dôme, on montrer un dernier exemple de variation, une variation importante de CO2 au Puy-de-Dôme. Je visualise toujours la donnée de Mécède en Irlande comme référence, des valeurs assez stables dans ce cas, donc des masses d'air plutôt océaniques. On a des valeurs supérieures en moyenne au Puy-de-Dôme parce qu'on est en hiver, et donc on a les masses d'air entre le moment où elles circulent de l'ouest vers le Puy-de-Dôme. Elle va être confrontée, elle va voir sur son chemin les émissions de CO2 par les écosystèmes terrestres en hiver, mais aussi par les émissions anthropiques. Donc on a potentiellement les deux sources qui rajoutent une valeur moyenne, et on voit qu'on a, par rapport à Mécède,
Et on voit qu'on a un pic super important qui sort de la norme. Hein. Je peux montrer la série est plus longue, mais qui sort de la norme, une quinzaine de ppm pendant quelques heures. Quand on a fait le contrôle qualité de cet événement, il a été classifié comme quelque chose de très local, en se disant, au Puy-de-Dôme, ils ne nous l'ont pas dit, mais les gens ont dû aller bricoler autour de la station avec un moteur thermique, je ne sais pas, et qui a produit du CO2 qui nous pollue notre donnée. Donc on a eu tendance à l'éliminer. Là, c'était en 2004, donc ça date un peu. À l'époque, on n'était pas trop en temps réel. Donc le temps de recevoir les données des autres stations européennes, ça a pris un peu de temps, mais quand on les a reçus, on a vu que la station de Chausland et de Plateau Rossa avait un pic à peu près similaire, de même amplitude. Donc, sauf à considérer que les travaux étaient faits de façon coordonnée dans toutes les stations, ce qui n'était pas le cas, il fallait se dire que ce n'était pas seulement un signal local, mais à plus grande échelle. D'autres mesures avec d'autres capteurs montrent également ce pic. Là, c'est du monoxyde de carbone. Donc, l'intérêt des mesures de monoxyde de carbone, c'est que ça va nous apporter une information sur l'origine de ce pic, entre la partie biosphérique et anthropique, puisque les combustions anthropiques de CO2, le fait d'utiliser du pétrole dans la voiture, ça va émettre à la fois du CO2 et du CO, alors que la respiration des plantes ne va émettre que du CO2. Donc le fait qu'on ait un pic significatif de CO montre qu'il y a une fraction significative, en tout cas de ce pic, qui est liée aux émissions anthropiques. Et encore une fois, on peut utiliser le modèle pour essayer de voir ce qui se passe. Je n'ai pas d'animation là, mais ce qui se passe, c'est qu'on a un front, en fait, un front météorologique qui fait que la masse d'air va passer quelques temps ici, au-dessus des zones fortement à forte densité de population et d'activité industrielle, aux Pays-Bas, au Benelux, en Allemagne, qui va donc s'enrichir en CO2. Et ensuite, le front va circuler d'ouest vers le sud. Et donc cette zone enrichie, dans ce cas de monoxyde de carbone, va passer d'abord à Chausland, puis à Puy-de-Dôme, puis au Plateau Rossa, en se baladant vers le sud. Donc on a un bon accord. Et donc comme ça, en combinant à la fois des mesures de traceurs complémentaires au CO2, on peut avoir une information sur le processus. Et avec le modèle, on peut remonter, disons, aux émissions de surface. L'avantage des mesures en continu, c'est qu'on va avoir statistiquement plein d'événements de ce type, et donc qui vont balayer des zones un peu différentes de l'Europe. Et en multipliant comme ça les données, on va pouvoir avoir une cartographie des émissions de surface. Donc le CO, c'est bien pour caractériser les émissions anthropiques, mais ce n'est pas totalement simple, puisque les combustions, enfin les rapports d'émissions CO, CO2 sont variables suivant le type de combustion, suivant le pays également. Donc on a un traceur bien plus efficace, dont a parlé Edouard ce matin, le radiocarbone. Donc, du fait de sa durée de vie, les combustibles d'origine fossile, stockés depuis des millions d'années, sont dépourvus de carbone 14, et donc le fait de les brûler, le CO2 qui est émis lors de la combustion est dépourvu de carbone 14, et donc ne va émettre que du CO12. Et donc là, c'est des suivis dans trois stations. Il y a la station de Jungfraujoch, c'est une station alpine en Suisse, qui est utilisée dans ce cas-là comme référence européenne. Et on voit une station aux Pays-Bas, représentée ici, une station de l'OPE à Landra, en Haute-Marne, fait partie du réseau national. Et on voit donc qu'on a des valeurs plus faibles et avec des excursions négatives qui correspondent en fait au fait que c'est une contribution importante. Plus on a une contribution importante des émissions anthropiques, plus on va aller vers des valeurs négatives du radiocarbone. Dans une étude que l'on a faite, qui a été publiée par Morgan, un thésard du laboratoire il y a 2 ans, une étude de cas sur des mesures, une campagne de mesures sur Paris, qui a permis, en utilisant les mesures de radiocarbone, de voir un pic de CO2 au-dessus d'un niveau de fond qui, dans ce cas, devait être MECED. Et on voit que l'excès de CO2 lié aux émissions régionales est en grande partie dû aux fossil fuels, et on arrive à faire la contribution entre ce qui est dû aux combustibles d'origine fossile et au CO2 biosphérique. Si on fait le bilan, on arrivait quand même, en étant sur cet exemple précis, en hiver, en plein cœur de Paris, on avait l'excès de CO2 des sources régionales était pour un quart quand même lié aux sources biosphériques, mais en plein cœur de Paris quand même, et 3 quarts pour des sources d'énergie fossile. Et en utilisant un autre isotope du CO2, le carbone 13, qui ont également des sources différentes suivant le type de combustible, on peut essayer d'avoir une différenciation de la quantité de fuel gazeux ou de fuel liquide utilisé dans ce mix de combustion. Et c'est intéressant puisque soit on a du gaz, soit on a du pétrole, et donc ça permet de revenir quand même quelque part au secteur d'émission
puisque le liquide, ça va surtout être utilisé sous forme de pétrole pour faire tourner les voitures, et le gaz surtout pour chauffer les maisons dans le secteur résidentiel. Donc avec ces mesures complémentaires, on arrive à donner des couleurs quelque part au CO2 et à voir quelles sont les contributions des différentes sources. Voilà, donc je vous avais parlé du programme historique, les programmes historiques de suivi du CO2. Donc dans notre communauté, sur le suivi à long terme, on est plutôt conservateur, c'est-à-dire qu'on aime bien garder les mêmes protocoles, les mêmes instruments, les mêmes façons de faire sur le long terme pour éviter les biais. Ça n'empêche pas d'avoir un peu d'innovation quand même, hein. Donc, il y a des nouveaux outils de mesure du CO2 qui se mettent en place. Donc, Frédéric en a parlé en particulier pour les mesures satellites, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, les outils, les outils utilisés pour les mesures satellites sont aussi déployés au sol. Donc, des outils qui suivent le Soleil et permettent la mesure intégrée du CO2 et d'autres gaz à effet de serre également sur la colonne atmosphérique. Donc c'est un réseau qui s'appelle Ticon, qui s'est pas mal développé sur les 10 dernières années, hein, sur toutes les stations ici, dont une en France, que je montrerai tout à l'heure, je crois. Il va y avoir une étude, il y a des nouveaux, sur le même système, voilà, un système, enfin l'Algeco ici, avec le Sun Tracker, le suiveur de soleil, en gros, système de suivi du soleil. C'est tout un Algeco pour la mesure, et on a des instruments maintenant plus compacts et moins chers qui peuvent être déployés. Donc, dans le cadre d'une campagne qui sera peut-être présentée par Félix Vogel cet après-midi, donc il y aura une campagne test de déploiement de plusieurs de ces instruments autour de Paris pour faire des mesures à la verticale donc de la colonne de CO2, pour essayer de voir si on peut voir le panache de CO2 qui passe au-dessus de ces instruments. Et il y a également des mesures LIDAR. Il y aura aussi une campagne qui est en prévision pour l'automne prochain, des mesures LIDAR qui permettent là des mesures de colonnes horizontales de CO2. Et donc ça va aussi être déployé, on l'espère, pour suivre les colonnes de CO2 au-dessus des toits de Paris à l'automne prochain. Alors on a aussi des manips assez rigolotes pour mesurer les profils verticaux. C'est ce qu'on appelle des aircores. Donc c'est tout simple, hein, tout bête, un tuyau d'une centaine de mètres de long, que l'on envoie jusqu'à 30 km d'altitude avec un système de parachute, enfin de ballon et de parachute. Donc lors de sa montée, on ouvre la bobine de tube, et donc du fait de la baisse de pression, le système va se vider. On décroche le ballon à 30 km d'altitude, puis il descend de façon assez lente avec un parachute, et donc la bobine de tube va se remplir d'air au fur et à mesure que la pression augmente, et donc on va avoir une carotte d'air stratifié qui, si on la mesure suffisamment rapidement une fois qu'elle est arrivée au sol, conserve cette stratification et donc permet d'avoir un profil vertical jusqu'à 30 km qui est particulièrement important pour valider les mesures satellites qui font également la colonne et pour avoir une information sur la distribution verticale. Donc c'est ce que l'on fait en particulier sur un super site à Trénou. Donc si vous allez vous balader dans la forêt d'Orléans, il y a un émetteur de 200 mètres de haut de TDF, la compagnie, qui inonde la région pour tous les télés et les radios. Et donc, il y a aussi on a deux Algeco ici, avec toute l'instrumentation, et on a un bout de tuyau qui va jusqu'en haut ici, qui amène l'air pour la mesure. On a donc un shelter totalement équipé avec pas mal d'instruments pour faire les mesures en continu à différents niveaux de la tour, pour voir les gradients sur la basse couche, enfin jusqu'à 200 mètres de haut en continu. On a également régulièrement, une fois par mois, un avion qui va survoler la tour pour faire des mesures, pas en continu, mais au moins une fois par mois, jusqu'à 3 km. Donc ça donne ici, sur plusieurs années, l'évolution du CO2 avec des valeurs fortes qui naissent à la surface, si je puis dire, qui se baladent ensuite vers l'altitude, en hiver, du fait de la respiration du CO2 à la surface, et par contre, des valeurs plus faibles au printemps, à partir de la surface, et qui vont ensuite se propager vers l'altitude. Du fait de l'absorption de carbone au printemps et en été. Sur ce site, on a aussi colocalisé ce système du réseau donc Ticon pour faire des colonnes depuis le sol, des colonnes intégrées de CO2 et de méthane. Et donc, on a aussi déclaré cette station, disons, au système, au programme, au satellite au CO2 qu'a présenté Frédéric tout à l'heure, puisque ce satellite a la capacité, disons, de pointer, lorsqu'il passe à proximité, de pointer la tour et donc d'avoir la colonne intégrée vraiment au-dessus de la tour, à proximité de la tour, qu'on peut donc comme ça comparer avec les mesures faites depuis le sol. Et donc on va compléter ce système, dans le cadre de campagne, avec les systèmes de profils verticaux,
Donc voilà la tour de Trénou, un avion. On va aussi donc faire des lancers de ballons avec les systèmes donc, de Aircore et un nouvel instrument développé par un laboratoire à l'université de Reims pour faire des mesures de CO2 et de méthane jusqu'à, on espère, 30 km. Il y a aussi donc, des mesures, un programme qui s'appelle IAGOS, qui développe des mesures aéroportées dans des avions commerciaux, qui se met en place en ce moment, donc qui pourra aussi apporter des informations autour de 10 km. Donc voilà, donc, on essaye de combiner les différents systèmes d'observation pour, d'une part, qu'ils se valident les uns les autres et avoir une information sur la verticale. Juste donc pour finir, pas trop de conclusions, mais les perspectives, les 400 ppm dont on parlait au début, ils seront sur toute la planète à partir de 2017. Ils n'ont pas encore atteint l'hémisphère sud, mais là c'est notre série à l'île Amsterdam, donc il n'y a pas de doute que d'ici 2007, voilà, vous entendrez encore parler de 400 ppm dans les journaux probablement. Donc les mesures atmosphériques, ils permettent, leur richesse, c'est qu'on ne peut pas mentir à ce qui est émis dans l'atmosphère. Hein. Si on se donne les moyens d'observer suffisamment précisément et à suffisamment d'endroits, on voit tout ce qui est émis. Donc on peut faire comme ça une vérification des émissions à partir des mesures atmosphériques, mais à condition d'avoir des mesures très précises et des outils d'interprétation, en particulier donc les méthodes d'inversion. Ce qu'on va voir en perspective, c'est un fort développement des réseaux de mesure, du fait de l'accès à des instruments de plus en plus précis, de plus en plus robustes, à l'échelle continentale, à l'échelle régionale et urbaine. Et là-dessus, donc, il y aura une présentation de Félix Vogel cet après-midi sur les mesures en milieu plutôt urbain. On va aussi avoir des mesures de développement, non seulement des mesures en continu de CO2, mais aussi d'autres traceurs, d'autres composés, et particulièrement les isotopes, puisqu'on commence à avoir des analyseurs qui permettent la mesure en continu des isotopes, donc qui vont sans doute se déployer, et permettent d'avoir en continu des informations sur, donc, permettre de discriminer entre ce qui est biosphérique de ce qui est anthropique. On a l'émergence de nouvelles technologies de LIDAR, et on a une miniaturisation des capteurs. On peut prévoir, en tout cas, une miniaturisation des capteurs. Alors, je vous montre un exemple que vous pouvez trouver sur Internet. Hein, c'est pas relevant pour nos mesures, mais ces capteurs-là qui permettent la mesure du CO2 en intérieur, avec une précision de 50 ppm, donc c'est pas utile pour nous. N'empêche qu'il y en a déjà des centaines autour de Paris de ces capteurs qui sont en réseau pour voir. C'est juste pour voir s'il faut ouvrir les fenêtres dans les maisons. Donc c'est pas intéressant pour nous, mais il y a des travaux, disons, qui sont faits pour développer des capteurs de plus en plus miniatures. Donc on peut prévoir leur développement. Et là, il y aura pour nous une recherche à faire sur le compromis entre le fait d'avoir des capteurs qui sont sans doute moins précis que ce que l'on a actuellement. Mais par exemple, si on a une précision 10 fois moins forte, 1 ppm au lieu de 0,1 ppm, mais 10 fois plus nombreux, comment on traite ce type d'informations, c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler. Donc ICOS, c'est le programme de développement du réseau à l'échelle continentale européenne, sur lequel on travaille fortement. Le centre de données est au LSCE, de toutes les données européennes, et vous pouvez avoir accès par Internet à cette adresse. Donc pour les stations, vous pouvez avoir une vision des stations et les données en temps quasi réel, après 24 heures. Vous pouvez aller voir ce qui se passe dans les stations. Voilà, c'est tout.